Trouver des témoins prêts à témoigner contre des criminels violents n'est pas une tâche facile. Bien que l'on puisse penser que l'intimidation de témoins, voire les meurtres, n'ont lieu que lorsqu'une personne ou une organisation particulièrement puissante est impliquée, il y a eu des décès de témoins même dans des affaires de cambriolage des plus banales. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons les cas de 3 personnes qui ont disparu après avoir été témoins de quelque chose de choquant. Angie Denise Tucker, âgée de 33 ans, a été vue pour la dernière fois à 23h30 dans la nuit du 3 novembre 2007 lorsqu'elle a dit à sa mère qu'elle sortait acheter des cigarettes. Lors de sa disparition, elle était avec ses 2 enfants chez sa mère à l'angle de la rue Apache et de l'avenue Yale à Tulsa, Oklahoma. Angie n'est jamais rentrée cette nuit-là et n'a plus été revue depuis. Sa mère a tout de suite soupçonné un problème. Angie était une mère dévouée et une employée ponctuelle et fiable. Elle prévenait toujours en cas d'absence au travail et appelait ses enfants pour prendre des nouvelles quand ils étaient loin. Ce qui renforçait les soupçons de sa famille, c'est que seulement 1 mois avant sa disparition, Angie avait accusé son ex-petit ami, Alan Shields, de viol. Elle a dit que le 6 octobre 2007, elle s'était réveillée et avait trouvé Shields chez elle après son effraction. Il l'a ensuite violée avant de prendre la fuite. Angie avait immédiatement contacté la police, après quoi Shields a été arrêté pour cambriolage et agression sexuelle. La mère de 2 enfants a pu obtenir une ordonnance restrictive contre son ex. Shields a nié les accusations de viol et a soutenu que le couple avait eu des relations sexuelles consenties ce matin-là. Il a pu payer une caution et a été libéré le même jour que son arrestation. Fait notable, Angie avait accepté de témoigner contre lui devant le tribunal dans le cadre de cette affaire et elle devait comparaître devant le tribunal seulement quelques semaines après sa disparition. Les charges contre Shields ont finalement été abandonnées car l'affaire s'est effondrée sans le témoignage d'Angie. Shields est considéré comme une personne d'intérêt dans l'affaire d'Angie, mais jamais comme suspect, et il a toujours nié savoir ce qui lui est arrivé. Il a aussi un long casier judiciaire et des antécédents de violence contre les femmes. En 2010, quelques années seulement après la disparition d'Angie, Shields a été inculpé de 5 crimes après avoir été découvert au domicile d'une autre ex-petite amie avec ce que les autorités ont décrit comme un kit d'enlèvement et de meurtre qui contenait un pistolet, des menottes, de la drogue, un masque, du gaz poivré et des lingettes désinfectantes. Les accusations portées contre lui comprenaient l'enlèvement, l'agression et le cambriolage. Selon la police, Shields s'est introduit par effraction dans la maison et a attendu 13 heures jusqu'à ce que son ex-petite amie rentre chez elle en compagnie de sa fille de 9 ans. Il a agressé son ex-petite amie pendant que sa fille appelait les secours. Les autorités estiment être arrivées à temps pour empêcher le meurtre de la femme. 4 de ses chefs d'accusation ont finalement été abandonnés faute de preuves. En juillet 2010, Shields a plaidé coupable d'agression et de coups et blessures avec une arme dangereuse, un crime, et a été condamné à une assignation à résidence. S'ajoutant au casier judiciaire de Shields pour violence, il a également été inculpé de complot en vue de commettre un meurtre en lien avec la mort d'un homme d'affaires local nommé Neil Sweeney. 4 autres personnes ont été impliquées dans l'affaire, y compris le frère de Shields, un meurtrier condamné, et font face à diverses accusations de complot de meurtre. La mort de Neil Sweeney serait le résultat d'un complot de meurtre contre rémunération. Shields finirait par devenir témoin à charge pour l'État, témoignant contre les 4 autres hommes, et a reçu 10 ans de probation pour cela. Shields est finalement décédé en avril 2011, après s'être suicidé lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre. Il devait comparaître au tribunal le jour de sa mort, mais il ne s'est pas présenté. Les autorités ont rapidement appris qu'il retenait en otage la jeune fille de son ex-petite amie. Heureusement, elle a été libérée sans blessure physique et Shields est décédé par suicide peu de temps après. Aucune nouvelle mise à jour n'a eu lieu dans l'affaire d'Angie ces dernières années et elle reste disparue. Les autorités soupçonnent un acte criminel. Angie Tucker, 33 ans, a été vue pour la dernière fois le 3 novembre 2007 à Tulsa, Oklahoma.
Elle est décrite comme une femme noire, aux cheveux noirs et yeux marrons, mesurant entre 1,65 m et 1,68 m et pesant environ 70 kg d'ASI. Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt noir, un pantalon capri en jean bleu, une veste noire avec le logo du centre médical de l'Université d'État de l'Oklahoma et des chaussures noires. Elle s'est récemment teint les cheveux en bordeaux. Angie a aussi une dent en or et boite légèrement. Si vous avez des informations concernant la disparition d'Angie, vous pouvez contacter le département de police de Tulsa au 9 18 5969 143. Kelsey Collins. Kelsey Collins, âgée de 18 ans, a disparu à Everett, Washington en 2009. Elle était élève au lycée Mariner à l'époque et menait une vie mouvementée. Ses parents ont divorcé quand elle avait 3 ans et son beau-père était violent physiquement envers sa mère, Sarah, ainsi qu'envers les 4 enfants. Quand elle avait 7 ans, Sarah a rassemblé Kelsey et ses frères et sœurs et a fui l'État, où ils ont changé de nom pour empêcher leur beau-père de les retrouver. Leur beau-père a été condamné à 12 ans de prison. Selon Sarah, Kelsey, souffrant de troubles d'apprentissage et en difficulté scolaire, fuyait la maison depuis la préadolescence. Elle séchait régulièrement les cours, est devenue sexuellement active, a abusé de drogue et d'alcool et s'est même essayée à la vente de substances illicites. Mais malgré tout cela, la famille de Kelsey a remarqué qu'elle gardait souvent un contact régulier avec eux et que si elle avait des problèmes, elle les contactait. Mais le pire a commencé lorsque Kelsey, à l'âge de 16 ans, a commencé à sortir avec un homme plus âgé. Au début, il la couvrait d'attention, lui offrait des cadeaux coûteux et l'emmenait à de grands dîners. Mais quelques mois après le début de leur relation, il lui a proposé un moyen de gagner beaucoup d'argent en entrant dans le travail du sexe. Bien que Kelsey ne voulait pas s'impliquer, elle s'est finalement retrouvée à racoler dans les rues du comté de King. Et elle n'était pas la seule, car elle était entourée d'autres adolescentes exploitées et prostituées par des hommes plus âgés. On sait aussi qu'elle a travaillé à Portland, Oregon, et qu'elle a été arrêtée pour la première fois à 16 ans. Sarah a fini par découvrir ce que faisait sa fille et l'a confrontée, alarmée par les ecchymoses sur le corps de sa fille, qu'elle pensait être le résultat de coups infligés par ses proxénètes, mais Kelsey a nié cela, affirmant que ses blessures étaient dues à un accident. La famille de Kelsey l'a vue pour la dernière fois à 17h30 le 9 mai 2009 quand elle est partie rendre visite à son petit ami à Seattle, Washington. Elle prévoyait de s'y rendre en utilisant les transports en commun et avait laissé la plupart de ses affaires derrière elle, n'emportant que son téléphone portable, son lecteur MP3, sa carte d'identité, sa brosse à cheveux et un peu d'argent liquide. On ignore si Kelsey est arrivée à Seattle, mais elle n'est jamais rentrée à Everett et sa famille n'a plus eu de nouvelles. Sarah a déclaré à la presse « Elle m'appelait toujours, même quand elle avait des ennuis. J'étais la première qu'elle appelait. » Notamment, dans les mois précédant sa disparition, Kelsey a accepté de témoigner contre son proxénète, un homme nommé Donico Tyrell Johnson, sur les encouragements de sa mère. Johnson a été inculpé de trafic sexuel interétatique d'une mineure, tout comme une femme nommée Lisa Miles. Cependant, Kelsey est restée impliquée dans le monde de la prostitution et a de nouveau été arrêtée en avril 2009, quelques jours seulement avant sa comparution au tribunal. Bien qu'elle se soit présentée à son audience et que tout semblait aller bien, elle a disparu quelques semaines plus tard. Comme Kelsey ne pouvait pas être rappelée au tribunal parce qu'elle avait disparu, l'affaire contre Donico Johnson et Lisa Miles s'est effondrée et a été classée en mars 2010 faute de preuves. 3 mois plus tard, Johnson a plaidé coupable de trafic de mineurs dans une autre affaire impliquant un enfant de 14 ans. Il a y été condamné à 15 ans de prison. Mill a également été inculpé dans cette affaire, mais il a accepté un accord de plaidoyer et a été condamné à une peine de probation. L'affaire de Kelsey a connu peu d'avancées au fil des années. Les enquêteurs ont constaté que le téléphone de l'adolescente a été éteint à 20h le soir de sa disparition et n'a jamais été rallumé. Bien qu'il ne soit pas clair si sa disparition est liée à son affaire judiciaire, sa famille pense que les deux sont liés et que témoigner contre Johnson et Miles l'a mise en grand danger. Ils ont remarqué qu'elle craignait de s'opposer au duo sans garantie ni protection des témoins. Sarah regrette de ne pas avoir insisté pour que sa fille ait une protection. Dominique X, la sœur aînée de Kelsey, a affirmé qu'ils avaient une responsabilité morale et éthique envers ma sœur en lui demandant de témoigner contre un proxénète au tribunal.
C'est ce qui fait si mal qu'elle a été utilisée et utilisée d'une manière qui lui a probablement coûté la vie. Comment pouvez-vous demander cela à ses filles, puis les laisser partir ainsi? Johnson et Miles n'ont jamais été inculpés en lien avec la disparition de Kelsey, et ils n'ont pas non plus été désignés comme suspects ou personnes d'intérêt. Kelsey Collins, 18 ans, a disparu le 9 mai 2009 à Everett, Washington, après avoir quitté chez elle pour voir son petit ami à Seattle. Elle est décrite comme une femme multiraciale d'origine blanche, noire et amérindienne, avec des cheveux châtain clair et des yeux verts. Ses cheveux sont naturellement bouclés, mais elle est généralement connue pour les porter lisses. Elle mesure entre 1,65 m et 1,70 m. Il est pesé environ 70 à 75 kg lors de sa disparition. Elle présente une cicatrice chirurgicale de 5 à 7 cm sous la cage thoracique, une autre sur le bas de l'abdomen, ainsi qu'une cicatrice de 5 cm sur la main gauche et l'index. Elle a les lobes d'oreille percés et porte un clou dans la narine droite. Elle peut utiliser Emily, son deuxième prénom et ancien nom légal avant son changement à 7 ans. Lorsqu'elle a disparu, Kelsey portait un jean bleu, des baskets noires, un t-shirt rose et une veste éco-athlétique blanche, noire et rouge. Elle portait également un petit sac à main noir. Si vous avez des informations concernant la disparition de Kelsey, vous pouvez contacter le département de police d'Everett au 425 257 840. Tammy Vincent. Tammy Vincent a grandi dans une zone rurale du comté d'Okanogan dans l'État de Washington à environ 140 miles au nord-est de Seattle. Sa famille la décrivait comme têtue et déterminée avec un côté rebelle et à l'adolescence, ses traits de caractère sont devenus problématiques lorsqu'ils l'ont amenée à se disputer fréquemment avec ses parents et à fuguer de la maison. Elle disparaissait parfois des semaines, sa famille ignorant où elle était ou avec qui, jusqu'à son appel ou son retour. En 1978, à 16 ans, Tammy a été placée en famille d'accueil à Spokane, État de Washington. Elle avait quitté la résidence de sa famille à l'automne de cette année-là et après s'être enfuie de sa famille d'accueil, elle s'est retrouvée dans les rues de Seattle où elle travaillait comme prostituée. Près d'un an plus tard, en août 1979, elle a été arrêtée avec d'autres lors d'une descente de police. On lui a promis l'immunité contre toute poursuite si elle fournissait aux enquêteurs des informations et un témoignage devant le tribunal concernant le réseau de prostitution et de racket que ses employeurs dirigeaient. Ces employeurs, 5 hommes, faisaient l'objet d'une enquête dans le comté de King pour avoir utilisé plusieurs entreprises comme façade à leurs activités illégales. 2 jours après la descente de police, Tammy a été envoyée à Spokane pour sa sécurité, tandis que les forces de l'ordre préparaient le procès. Un avocat de ses anciens employeurs a réussi à la retrouver. Il l'a appréhendée et l'a remise à ses clients. Tammy a été vue pour la dernière fois le 10 septembre 1979 à Seattle, montant dans une Lincoln Continental argentée de l'un de ses employeurs. Elle a été prise en charge dans un motel du bloc 19-1200 de l'Aurora Avenue Nord. Le lendemain, les documents ont été signés, ordonnant à Tammy de témoigner au tribunal comme témoin matériel. La jeune fille de 17 ans ne s'est jamais présentée. Sa famille se rappelle l'avoir vue pour la dernière fois durant l'été de cette année-là. Elle est arrivée à la maison familiale en tant que passagère, puis les a appelés peu après son départ, semblant bouleversée. Sa famille a déclaré que Tammy avait indiqué que sa vie était en danger et qu'elle voulait rentrer à la maison. Ils n'ont plus eu de ses nouvelles. 2 semaines après sa dernière apparition, le matin du 26 septembre 1979, des passants ont trouvé un corps sur une plage à Blackie's Pasture, à Tiburon, Californie. Les médecins légistes arrivés sur les lieux ont eu du mal à déterminer l'identité du corps en raison de terribles brûlures, notant qu'il s'agissait d'une jeune femme portant une chemise noire, un pantalon beige et des talons hauts. Son visage était méconnaissable, ses cheveux brûlés. Les experts ont ensuite déterminé la couleur de ses yeux, sa taille et son poids. En raison de l'état de son corps, elle n'a jamais été identifiée comme Tammy et est restée inconnue pendant des décennies. Les enquêteurs n'ont commencé à chercher son vrai nom qu'en 2002. Les restes ont été exhumés pour examen et le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé une image composite à partir du crâne.
5 ans ont passé avant qu'une identification acide désoxyribonucléique de la mère et de la sœur de Tammy confirme qu'il s'agissait bien de leurs proches disparus. La mort de Tammy fut très violente. On l'a retrouvée avec du gravier incrusté dans la peau du visage, suggérant qu'elle avait été projetée au sol sur le parking près de la plage. Le meurtrier a attaqué la jeune fille de 17 ans avec un petit outil pointu, lui portant 43 coups, surtout à la poitrine et au dos, alors qu'elle tentait de fuir. Elle a ensuite été aspergée de peinture et d'acétone, puis incendiée. Son visage a été brûlé jusqu'à devenir méconnaissable. Bien qu'incendiée, Tammy était encore en vie et a réussi à courir une vingtaine de mètres sur la plage avant de s'effondrer. Son meurtrier s'est finalement suicidé en lui tirant une balle dans la tête. Peu de progrès ont été faits dans l'enquête sur le meurtre de Tammy, malgré ses liens évidents avec des hommes louches et violents dans l'État de Washington. Au cours de leur enquête, les autorités ont pu trouver un témoin qui se souvenait avoir vu un feu de camp sur la plage de Blackie's Pasture, quelque temps après 3 heures du matin. Ils ont vu une camionnette bleue quitter les lieux à peu près au même moment. Notamment, de nombreuses preuves avaient été laissées sur la plage, notamment 2 bidons d'acétone, une boîte de peinture noire, ainsi qu'un briquet. On ignore si des preuves d'acide désoxyribonucléique ou d'empreintes digitales ont été récupérées ou si elles sont encore disponibles pour des analyses modernes. La balle ayant tué Tammy a aussi été retrouvée. Un reçu d'un magasin Woolworths à San Francisco a également été retrouvé, indiquant certains des achats, notamment des pots de peinture et des solvants. Les enquêteurs pensent qu'après avoir été récupérée par l'un de ses employeurs, Tammy a été transportée en Californie et mise au travail à San Francisco. Un employé d'un magasin Woolworths, près du Palace Theatre, où Tammy aurait travaillé avant sa mort, se souvient avoir vu une fille ressemblant à l'adolescente la veille de son meurtre. Elle était avec un homme blanc qui portait un costume décontracté blanc. Avant d'être identifiée, Tammy a été enterrée dans une tombe anonyme au Valley Memorial Park à Novato, Californie, le 12 décembre 1979. Après avoir été identifiée avec succès, elle a été incinérée et ses cendres ont été remises à sa famille par un enquêteur qui avait travaillé sur l'affaire. La famille et les amis ont organisé des funérailles privées. L'un des hommes pour lesquels Tammy aurait travaillé était Joe Wiley Brown, qui a ensuite été condamné, aux côtés d'un ancien policier, pour racket fédérale, prostitution, incendie criminel, usure et extorsion. Malheureusement, l'affaire de Tammy reste non résolue. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.